Donc oui, je m'appelle François Pelletier, donc je travaille pour le Statec, qui est l'Institut national de la statistique au Luxembourg. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler un peu de la démographie au Luxembourg. Donc l'objectif de ma présentation, ça va être de voir comment a évolué la démographie par le passé, quelle est la situation actuelle, et également, à la fin de ma présentation, quelques mots sur quel pourrait être le futur du Luxembourg en termes démographiques. Alors moi, je ne vais pas trop m'intéresser sur les questions d'intégration et de discrimination, ce sera plus ça dans la seconde partie. Le Statec n'a malheureusement pas trop d'études sur ce sujet, donc je ne peux malheureusement pas trop parler de ça. Si je parle trop vite également, n'hésitez pas à me couper, j'ai tendance à parler vite, donc j'essaye de faire un effort, mais c'est vrai que quand je suis dans ma présentation, généralement, j'accélère un peu, donc n'hésitez pas à le dire. Alors, ma présentation, il y aura 3 grands points. Le premier, ce sera un peu l'état de la population, donc sur la population, comment elle a évolué, quelles sont les caractéristiques des personnes qui vivent, donc sur le total de la population. Ensuite, on verra quelles sont les composantes démographiques qui font qu'une population évolue. Donc, bien évidemment, il y a les naissances, les décès, mais également au Luxembourg, la composante migratoire qui est très importante. Ensuite, je ferai quelques mots de résumé sur ces 2 parties. Et puis, à la fin, vraiment en 1 ou 2 minutes, quelques mots sur les projections de population que le Statec réalise. Alors, les données les plus récentes que le Statec a publiées, c'est les données au 1er janvier 2022, donc quasi une petite année maintenant. Et donc, au 1er janvier, on était 645 397 habitants. Et il faut savoir qu'au 1er octobre, on est maintenant environ 657 000 personnes. Donc, on voit qu'il y a 12 000 personnes supplémentaires qui sont arrivées sur les 10 premiers mois de l'année. Et ces 12 000 personnes, pour la grosse majorité d'entre elles, sont dues au mouvement migratoire. Et un phénomène nouveau cette année, qui est une des conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'on a de nombreuses personnes d'Ukraine qui sont venues résider temporairement au Luxembourg. Donc, au 1er janvier de cette année, on avait 1000 personnes de nationalité ukrainienne qui résident au Luxembourg. Au 1er octobre, on en a 5 fois plus, on a 5000 personnes de nationalité ukrainienne qui, pour l'instant, vivent au Luxembourg. Alors, on sait que ça peut être une résidence temporaire, mais le temporaire, pour l'instant, n'est pas encore connu. Donc, ça peut être quelques mois, ça peut être 1 année ou 2, tout dépendra aussi de l'évolution de ce conflit. Si on regarde l'évolution de la population du Luxembourg depuis 1821, on peut dire que globalement, la population du Luxembourg n'a cessé d'augmenter. On a connu 2 périodes où on a une diminution de la population du Luxembourg, et ces 2 périodes correspondent aux 2 guerres mondiales. Donc, ce sont ici les 2 baisses qu'on voit ici, donc vers 14-18 et 40-44, où là on voit qu'effectivement on a une diminution de la population. Sinon, globalement, à part à quelques années près, on a une augmentation quand même de la population, et on a des taux de croissance à l'heure actuelle qui sont très élevés, donc qui se situent aux alentours de 2% d'augmentation chaque année. Donc, c'est des taux qu'on n'a jamais forcément connus précédemment. Si on fait exception des 2 dernières années qui ont été impactées par la crise du Covid, où là on a un peu moins de migration, donc ce qui fait que la croissance démographique en 2020 et en 2021 est un peu moins grande. Ce qu'on constate, c'est que le temps qu'il faut pour que la population augmente de 100 000 personnes se raccourcit de manière assez conséquente au cours du temps. Donc on voit que pour passer de 200 000 à 300 000 personnes, il a fallu plus ou moins 80 années. Il a fallu moitié moins pour passer de 300 000 à 400 000. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, cette durée diminue. Et aujourd'hui, on estime que pour passer de 600 000 à 700 000 habitants, donc on estime, d'après nos projections, ce sera aux alentours de 2025, il faudra seulement 7 années pour que la population augmente de 100 000 personnes. La situation démographique du Luxembourg est assez atypique avec nos voisins européens, avec la moyenne européenne. Donc on a une croissance démographique qui est très élevée, qui ne s'observe quasi pas dans aucun pays européen, peut-être à l'exception de l'Irlande à certains moments. Et donc, si on regarde ici la ligne en bleu foncé, donc qui représente le Luxembourg, ça représente l'évolution sur les 60 dernières années, et on voit que la population du Luxembourg a doublé entre 1960 et 2022. Et si on prend la moyenne européenne, on voit, donc c'est la ligne en vert, on voit que cette croissance n'est que de 27% sur la même période dans l'Union européenne. Ce qu'on constate également, c'est que la croissance démographique du Luxembourg par rapport aux autres pays européens, a réellement commencé au début des années 90. Donc on voit que jusqu'en 1990, on est plutôt dans des niveaux qui sont aussi constatés
dans les pays voisins et au niveau de l'Union européenne. Et à partir des années 90, il y a vraiment l'envol aussi économique du pays qui fait qu'une croissance démographique aussi découle de cette croissance économique qui est survenue, notamment avec l'arrivée de nombreux travailleurs et donc de migrants. Si on regarde les autres pays voisins, donc l'Allemagne, la Belgique et la France, on voit que c'est en France où la croissance démographique est la plus élevée parmi ces trois pays, plus 48% de population sur les 60 dernières années, 27% en Belgique et seulement 15% en Allemagne. Donc on voit vraiment que le Luxembourg est assez atypique au niveau européen. Si on regarde maintenant l'évolution de la population en termes de population de personnes de nationalité luxembourgeoise et celle de population de nationalité étrangère, on constate qu'on a une grande augmentation parmi la population de personnes étrangères. Donc on avait 5 800 personnes en 1871, ils sont aujourd'hui environ 304 000, donc ça a été multiplié par 52. Pour la population luxembourgeoise, on est passé de 191 000 à 341 000, donc une augmentation de 1,8%. Donc on voit que la croissance démographique est essentiellement due à des personnes de nationalité étrangère, donc principalement qui proviennent des migrations. Si on regarde maintenant l'évolution de la part de la population étrangère parmi la population totale, donc en 1871, on était quasi 100% de luxembourgeois, seulement 3% de personnes étrangères. Au fur et à mesure du temps, cette part va augmenter et a diminué aussi lors des deux guerres mondiales. Donc on voit par exemple, c'est passé de 18,6% à 10% à la fin des années 40 et va augmenter pour à la fin, aujourd'hui, se situer proche des 50%, donc on n'a jamais dépassé ce seuil. Le seuil le plus élevé, c'était en 2018. 47,9% de la population du pays était de nationalité étrangère. Mais avec l'effet de la loi sur la double nationalité qui a été votée en 2009, qui a été mise en application à partir de 2009, on voit qu'aujourd'hui, la part des personnes étrangères tout doucement est en train de diminuer sur les dernières années. Et donc la part des luxembourgeois augmente légèrement. Si on regarde maintenant un peu d'où proviennent les personnes qui vivent sur le territoire luxembourgeois, donc 92% d'entre eux proviennent d'un des pays de l'Union européenne, des 27, donc 53% sont luxembourgeois. 39% ont une nationalité d'un autre pays de l'Union européenne, donc d'un des 26 autres pays de l'Union européenne. Et ensuite, on va retrouver 3% de personnes qui ont une nationalité asiatique, 2% autre Europe, y compris le Royaume-Uni, 2% l'Afrique, 1% l'Amérique, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Et on a plus ou moins 200 personnes qui proviennent d'Océanie, donc c'est 0,001%. Si on regarde un peu plus en détail les nationalités, donc la première nationalité étrangère qui représente le Luxembourg, je pense sans grande surprise, vous le savez aussi, ce sont les personnes d'origine portugaise qui représentent 14,5% de la population totale et près d'un tiers de la population étrangère. Donc on voit que cette communauté a une communauté qui a une forte représentation sur le territoire luxembourgeois. Et on constate également que 82% des étrangers proviennent d'un des pays de l'Union européenne. Ensuite, on va retrouver donc les pays d'Asie, notamment les ressortissants de la Chine, des autres pays européens, donc le Royaume-Uni et le Monténégro, qui sont les deux nationalités les plus représentées dans cette catégorie de pays. Les ressortissants du Cap-Vert, pour les ressortissants africains, et pour les pays d'Amérique, on pourrait penser que ce sont les Américains qui sont la première nationalité, mais ce n'est pas le cas, ce sont les Brésiliens, avec 2853 Brésiliens qui vivent au Luxembourg. Et on a également 184 personnes qui sont apatrides, ce qui signifie qu'elles n'ont aucune nationalité, donc soit qu'elles ne l'avaient pas à la naissance, soit qu'elles l'ont perdue au cours du temps. Et donc, ce n'est pas beaucoup de personnes, mais c'est un statut qui est quand même assez atypique. Si on regarde un peu l'évolution des grandes nationalités au Luxembourg, donc on voit que la population portugaise avait tendance à augmenter au cours du temps. Donc, était passé en 1981, 8% de la population totale était d'origine portugaise ou avait la nationalité portugaise. 16% en 2011, au recensement de 2011. Et ici, au 1er janvier, on voit qu'il y a une diminution, donc 14,5%. Alors, c'est dû à des migrations sur les dernières années qui sont un peu moindres, mais également au fait que beaucoup de personnes portugaises ont également acquis la nationalité luxembourgeoise. Et dans ce cas-là, une personne qui obtient la nationalité luxembourgeoise est dans nos statistiques comptée comme luxembourgeoise.
Les Français, phénomène un peu inverse, donc il y a une augmentation qui est assez continue et aujourd'hui 7,6% de la population du pays est française. Les Italiens, il y avait une tendance à la diminution, donc les Italiens étaient la première vague migratoire, la première grande communauté étrangère à venir au Luxembourg. On voit qu'au cours du temps, elle diminue, mais sur les dernières années, on a une petite reprise, donc on a un peu plus de migrants italiens. Les Belges et les Allemands, on peut dire qu'il y a une relative stabilité, donc ça n'a guère évolué depuis 1981. Donc les Belges, ça se situe entre 2 et 3%, les Allemands aux alentours de 2%. Mais ce qu'on constate, c'est plutôt ceci, c'est vraiment une diversification des nationalités de Luxembourg. Donc on a de plus en plus de personnes d'autres pays européens ou hors Europe, ce qu'on appelle les ressortissants des pays tiers. Et aujourd'hui, on a environ 180 nationalités qui sont représentées au Luxembourg. Et les Nations Unies considèrent qu'il y a plus ou moins aux alentours de 200 pays qui sont reconnus en tout cas par les Nations Unies. Donc on voit qu'on a, je ne vais pas dire en ressortissant de chaque pays du monde, mais on n'est pas loin d'avoir cela. Donc vraiment, importance de la diversification. Donc en dehors de ces nationalités qui sont représentées ici, on en avait ensuite les autres personnes représentées 4,3% en 1981 et maintenant sont aux alentours de 16% 40 ans plus tard. Autre phénomène, donc on a vu que le Luxembourg se distingue des pays européens par sa croissance démographique et le Luxembourg se distingue aussi parmi les personnes de nationalité étrangère. Comme je vous l'ai dit, la grosse majorité, donc ça c'est des chiffres de 2020 pour pouvoir les comparer avec les autres pays. Donc en 2020, 82% des étrangers au Luxembourg sont européens. Et le fait d'avoir plus de ressortissants européens que de ressortissants de pays tiers, ça ne représentait que dans 4 autres pays, donc la Slovaquie, la Belgique, l'Irlande et l'Autriche. Dans tous les autres pays de l'Union européenne, on a plus de personnes étrangères qui sont non européennes que de ressortissants européens. Et on voit que la différence peut être quand même assez importante. Si on reprend tout au-dessus du graphique les pays de l'Est, en Lettonie, parmi les personnes de nationalité étrangère, seulement 2% sont européennes. En Bulgarie, près de 9%, également en Pologne. Donc on voit vraiment que même sur le continent européen, parmi l'Europe des 27, il y a quand même des différences assez importantes en termes de population étrangère et de l'origine de ces personnes étrangères. Si on se rapproche un peu plus de chez nous, il y a également de grosses différences sur le territoire luxembourgeois. Donc on a vu qu'au niveau national, on a plus ou moins 47% de la population qui est étrangère. Mais au Luxembourg, on a 11 communes où on a plus de résidents de nationalité étrangère que de résidents luxembourgeois. La commune où on retrouve le plus de personnes étrangères, c'est la ville de Luxembourg, où là, on a près de 70%, je vais vérifier les chiffres pour ne pas dire de bêtises, mais on a près de 71% de la population de la capitale qui n'est pas luxembourgeoise. Et à l'inverse, on a la commune de Nommern, où là, on retrouve 20% de personnes étrangères. Donc on a 80% de luxembourgeois dans la commune de Nommern, on a 71% de personnes de nationalité étrangère dans la commune de Luxembourg. On voit vraiment de grosses différences. Et on constate que plus la commune est importante, plus la part des personnes de nationalité étrangère est également élevée. C'est les communes du sud du pays, donc Esch, Differdange-Ugelange, également Vils dans le nord, Vianden, Echternach. Donc on voit plus la carte et les couleurs sont foncées, plus la part de personnes de nationalité étrangère est importante. À côté de Nommern, il y a également une commune qui se distingue au Luxembourg, c'est la commune de La Rochette. Donc dans la commune de La Rochette, on a également 55% de la population qui est étrangère. Et parmi la population étrangère, 70% sont portugais. Donc on a vraiment une grande communauté portugaise dans cette commune. Et c'est, entre guillemets, assez marrant que finalement, on ait deux communes avec deux profils démographiques assez différents. Pourtant, elles sont côte à côte d'un niveau spatial. Si on s'intéresse maintenant aux luxembourgeois qui ont, oui ou non, une seconde nationalité. Donc, comme je vous l'ai dit, on a donc, toutes les statistiques que le Statec produit sont généralement réglementées par l'Union européenne. Donc, on a des règlements européens qui nous disent quelle définition on doit suivre.
à des fins justement pour que si on prenne des statistiques d'un pays, du Luxembourg avec la France, que ce soit comparable. Et donc au niveau des nationalités, toute personne qui a la nationalité du pays est d'office considérée comme étant sa nationalité principale. Donc tout luxembourgeois avec ou sans nationalité dans les statistiques est considéré comme luxembourgeois. Deux personnes qui sont non luxembourgeoises, donc par exemple un Français et quelqu'un d'origine marocaine par exemple, c'est toujours la nationalité européenne qui va primer sur la nationalité non européenne. Et si une personne a deux nationalités du même continent, donc deux européennes, français-belge, à ce moment-là, Eurostat dit c'est à vous de choisir. Et donc ce que le Statec a fait, c'est qu'on va regarder le pays de naissance. Si la personne est née en France, on va la considérer comme française. Si elle est née en Belgique, on va la considérer comme belge. Si elle est née en Allemagne, on va prendre la première nationalité qui nous est indiquée parce qu'on n'a pas d'autre moyen de savoir si la personne se sent plus française ou plus belge. Mais on essaye d'avoir des règles qui soient uniformes et pas de dire au cas par cas, lui je prends ça, lui je prends ça. Voilà, donc si on s'intéresse maintenant aux luxembourgeois avec ou sans nationalité, donc on constate que 82% des luxembourgeois, donc 278 000 luxembourgeois, n'ont que la nationalité luxembourgeoise et près de 63 000 ont une seconde nationalité, donc sont luxembourgeois tout en ayant une seconde nationalité. Et si on s'intéresse donc à ces 63 000 personnes, on constate que près d'un quart sont luxembourgeois avec la nationalité portugaise. Ensuite, on va retrouver les luxembourgeois avec la nationalité française ou italienne, belge et allemande. Et ces 5 nationalités représentent 62% des luxembourgeois qui ont une seconde nationalité. Donc on voit qu'il y a aussi une concentration de certaines nationalités. Donc les luxembourgeois qui acquièrent, enfin les étrangers qui acquièrent la nationalité luxembourgeoise, principalement sont des ressortissants de ces 5 nationalités. Voilà, donc ça c'était un peu la situation donc, sur l'évolution un peu de la population totale d'un point de vue nationalité, d'un point de vue spatial. Si maintenant on regarde ce qui va expliquer comment cette population a augmenté, donc on va s'intéresser tout d'abord aux naissances. Donc ici, vous avez le nombre de naissances totales, c'est la ligne en bleu. Le nombre de naissances d'enfants luxembourgeois, c'est en rouge, et en vert, les enfants de nationalité étrangère. Et donc on constate que si précédemment on avait une majorité de bébés qui avaient la nationalité luxembourgeoise à la naissance, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Et donc en 1970, par exemple, 70% des naissances, c'était des bébés de nationalité luxembourgeoise. Aujourd'hui, on est plus ou moins moitié-moitié. Donc parmi les 6690 naissances qu'on a observées en 2021, on a plus ou moins équivalent entre les luxembourgeois et les étrangers. Et ça, c'est également dû au fait des changements législatifs sur la nationalité, donc le fait qu'on ait de plus en plus de personnes qui obtiennent la nationalité luxembourgeoise. Donc à ce moment-là, si la mère donne naissance à un enfant et qu'elle venait d'obtenir la nationalité luxembourgeoise, elle donne aussi la nationalité luxembourgeoise à son enfant. Ou deux parents qui sont nés au Luxembourg, donc même qui sont étrangers, le bébé aussi, alors à ce moment-là, obtient la nationalité luxembourgeoise, même si les deux parents ne sont pas luxembourgeois, si les deux parents sont nés au Luxembourg. Donc on voit que la législation a aussi un impact. Donc, à la vue de ces chiffres, on pourrait croire que, on voit que le nombre de naissances augmente. Donc, en 1970, 4400 naissances. En 2021, 6690. Donc, on pourrait croire que la fécondité au Luxembourg se développe de manière positive et qu'on est dans une dynamique de croissance. Ce qu'il faut faire attention quand on utilise les chiffres absolus, c'est toujours faire la comparaison ou le rapport avec la population qui se cache derrière. Donc, en 1970, on n'avait pas le même nombre de femmes qu'en 2022. Et donc, pour conclure si la fécondité est oui ou non positive ou dans une dynamique positive, on peut plutôt utiliser un indicateur. Et donc, ce qu'on utilise pour la fécondité, c'est l'indicateur conjoncturel de fécondité. Donc, si je résume en gros, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Et donc là, on voit qu'on a une autre image. Donc, on voyait que le nombre de naissances en chiffres absolus avait tendance à augmenter légèrement. Si on regarde l'indicateur conjoncturel de fécondité, on voit qu'il a plutôt tendance à diminuer. Et si on regarde d'abord la population totale, donc c'est la ligne rouge, on voit qu'il y a 50 ans, donc, en moyenne, les femmes avaient près de 2 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 1,38 enfants par femme, donc on voit qu'il y a vraiment une diminution, et une diminution qui se passe surtout dans les dernières années. Donc, sur les 2 dernières années, on a une petite augmentation, donc on va voir si oui ou non ça se confirme ou si c'est juste temporaire. Mais on voit qu'on est loin du seuil de remplacement démographique. Donc pour le seuil de remplacement démographique, c'est qu'il faudrait en réalité 2,1 enfants par femme
pour avoir une population qui reste stable si on n'avait pas de migration. Donc pourquoi 2,1 ? Parce que pour avoir un enfant, il faut 2 personnes. Et comme il y a des décès avant l'âge que les personnes puissent procréer, il faut un peu plus que 2 enfants. Donc c'est pour ça que c'est ce chiffre de 2,1. Si on regarde en termes de nationalité, on voit, et c'est un phénomène qui se passe aussi dans les autres pays, que généralement la population étrangère a un niveau de fécondité qui est un peu plus élevé que la fécondité des ressortissants nationaux. Donc ce n'est pas propre au Luxembourg, mais ça se confirme également au Luxembourg. Donc si on regarde en 2021, on voit que les femmes de nationalité étrangère avaient en moyenne 1,55 enfants pour 1,24 au Luxembourg. Alors, la situation de la fécondité au Luxembourg n'est pas très joyeuse, entre guillemets. On est dans un niveau qui est assez bas. Si je prends la France, par exemple, ils sont à 1,8 enfants par femme en moyenne. Donc on voit que c'est 0,5 enfants de plus. Donc c'est quand même assez important. Ils sont tous en dessous du seuil de remplacement. Donc c'est en France où on retrouve le plus, l'indicateur est le plus élevé. Mais il y a des pays qui sont encore plus bas que le Luxembourg, notamment les pays du sud de l'Europe. Donc on a par exemple en Italie 1,24 enfants par femme, l'Espagne 1,19 et Malte 1,13. Donc on voit vraiment que ce faible niveau Luxembourg pourrait encore diminuer parce qu'on a d'autres pays où ça s'observe. On va voir un peu. Dans nos projections, on a plus tendance à le faire augmenter légèrement. Pour l'instant, ce n'est pas une hypothèse qui se vérifie. J'y reviendrai tout à l'heure pourquoi on prévoit une petite augmentation de la fécondité. Mais pour l'instant, en tout cas au Luxembourg, on n'est pas dans une situation au niveau fécondité qui est très, très importante. Si on regarde maintenant sur le nombre de décès qui concerne les résidents au Luxembourg, donc la ligne bleue, toujours la population totale. Donc on voit que jusqu'au début des années 2010, on avait un chiffre qui était plus ou moins stable. Donc il y a des fluctuations bien évidemment année par année. Et puis sur les dernières années, on a une augmentation un peu plus importante. On a également le pic ici qui est dû à la crise de Covid-19 en 2020. Donc on a eu effectivement un nombre de décès supplémentaires qui a été observé. On voit qu'en 2021, il est de nouveau en baisse. Et là, on constate, donc autant pour les naissances, on avait plus ou moins moitié de personnes étrangères, moitié de personnes luxembourgeoises. On voit que pour les décès, ce sont principalement des personnes de nationalité luxembourgeoise, même si au cours du temps, la part des personnes étrangères va augmenter au cours du temps. Donc, il y a 50 ans, 90% des décès étaient des personnes luxembourgeoises. Aujourd'hui, 75%. Alors, quand on observe ça, il faut toujours, comme j'ai dit pour la fécondité, toujours comparer avec la population, ne pas tirer des conclusions hâtives. Donc là, on pourrait croire que la mortalité touche principalement les luxembourgeois et pas les personnes étrangères. Il faut bien évidemment regarder comment est composée ces deux populations. Et si on regarde la pyramide des âges de la population étrangère et luxembourgeoise, on voit que donc en bleu foncé, vous avez la pyramide des âges des luxembourgeois et en bleu clair, la pyramide des âges de la population étrangère. Et donc on voit bien que les luxembourgeois sont surreprésentés aux âges âgés, où les probabilités de décéder sont plus élevées. On a vraiment une concentration des personnes de nationalité étrangère selon les âges actifs ainsi qu'aux jeunes âges. Et donc forcément à ces âges-là, la probabilité de décéder est assez faible par rapport aux âges plus élevés. Et donc bien évidemment, c'est pour ça qu'on retrouve plus de personnes luxembourgeoises en nombre absolu dans les décès, mais c'est dû principalement à la composante, à la structure démographique des deux populations qui sont bien évidemment totalement différentes. Même chose, on ne va pas comparer, on ne peut pas regarder juste les chiffres absolus, donc on va également utiliser des indicateurs pour voir si la mortalité a tendance à augmenter ou à diminuer. Et donc pour ça, on utilise un indicateur qui est ici l'espérance de vie. Et donc on voit que l'espérance de vie a tendance à augmenter au cours du temps, ce qui signifie que la mortalité, le niveau de mortalité a tendance à diminuer au cours du temps. Et on constate deux choses. C'est que, un, il y a une réduction de l'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Donc on voit que cet écart, il y a 50 ans, donc en 1973, était de 7,2 ans en faveur des femmes. Aujourd'hui, cet écart n'est plus que de 4,5 ans. Donc on voit qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie plus importante pour les hommes que pour les femmes. Mais dans les deux cas, on constate qu'il y a également un ralentissement de l'augmentation de l'espérance de vie qui est dû à
à différents critères. Ça pourrait être que les progrès médicaux qui ont été faits dans le passé sur des grandes maladies ont bien évidemment porté leurs fruits. Aujourd'hui, on est peut-être on arrive à un seuil où certaines améliorations médicales sont plus poussées et donc font que cette espérance de vie ces impacts ont un impact plus limité sur l'espérance de vie. Et sur l'écart entre hommes et femmes, un des facteurs qui peut expliquer, c'est malheureusement le comportement, on va dire, des femmes, le comportement nocif des femmes qui ont repris certains comportements masculins qui ne sont pas bons pour la santé. Si je caricature un peu avant, les femmes ne fumaient pas et ne buvaient pas. Et aujourd'hui, c'était plutôt réservé aux hommes. Aujourd'hui, ce sont des comportements de fumer ou boire pour les femmes, c'est devenu plus commun comme pour les hommes. Et donc, on sait que ça a un impact négatif sur l'espérance de vie. Donc, c'est un des critères qui peut expliquer pourquoi l'écart entre les deux sexes diminue. Et donc, en prenant certains comportements masculins, ça a joué un effet malheureusement négatif sur l'espérance de vie des femmes. Si on regarde en termes de solde naturel, donc le solde naturel, ça va être la différence entre les naissances et les décès. Donc, si c'est positif, c'est qu'on a plus de naissances que de décès. Inversement, c'est qu'on a plus de décès que de naissances. Et donc là, si on regarde la ligne bleue qui correspond à la population totale, donc on voit que depuis les années 80, on a un solde naturel qui est positif, donc plus de naissances que de décès. Mais on constate que c'est principalement dû aux personnes de nationalité étrangère. Si je prends la ligne rouge, qui est la population luxembourgeoise, on voit que le solde naturel est soit négatif, soit autour de 0, ce qui veut dire qu'on on a plus de décès que de naissances, ou alors on n'a quasi pas de différence entre les deux. Donc on voit vraiment qu'entre les deux populations, et bien évidemment, c'est aussi dû à la structure de la population. Un terme maintenant sur les migrations internationales. Donc, au Luxembourg, donc on voit qu'on a un solde naturel qui est sur la population totale qui est positif, mais qui est quand même relativement restreint. Si on regarde quelle est la composante principale qui va faire évoluer la population, ça va être les migrations internationales. Si on regarde, ici vous avez en bleu donc les immigrations, donc les personnes qui viennent habiter au Luxembourg. En rouge, les personnes qui vivent au Luxembourg, qui quittent le Luxembourg pour un pays étranger, et en vert, la différence entre les deux. Et on voit que globalement, on a un solde une migration qui est de plus en plus importante, qui fluctue dans le temps et qui fluctuait principalement dans le passé suite aux crises économiques. Donc, quand on connaissait une crise économique, on avait une diminution des migrations au Luxembourg. Et on est même arrivé à certaines années à un solde négatif migratoire qui était négatif. Donc, par exemple, dans le milieu des années 60, on avait plus de personnes qui quittaient le Luxembourg qui arrivaient. Même chose au début des années 80. Et donc, on voit vraiment qu'à ce moment-là, les crises économiques avaient un impact direct sur les migrations dans un sens négatif. Si on regarde maintenant dans le dernier temps, notamment la dernière crise économique qu'on a connue, c'était dans l'entour des années 2008-2009, on constate que le Luxembourg, malgré le fait qu'elle ait connu une crise, cette crise était quand même beaucoup moins élevée ou moins importante que dans d'autres pays. Et on voit qu'on a une augmentation des migrations qui est assez importante, notamment du Portugal, qui s'est augmenté, de l'Espagne, de la Grèce, donc des pays qui étaient vraiment touchés de manière beaucoup plus importante que le Luxembourg. Et donc aujourd'hui, on a un solde migratoire qui est largement positif. Alors, sur les dernières années ici, vous pouvez voir cette diminution. Cette diminution est due aussi au Covid, où malgré le fait que le pays n'a jamais été fermé, donc le Luxembourg n'a jamais fermé ses frontières, il était quand même beaucoup plus difficile de voyager et de venir s'installer au Luxembourg. Mais on voit qu'en 2021, on est quasi revenu au niveau de 2019. On n'a pas encore les résultats pour 2022, mais on suppose que on sera dans des niveaux plus ou moins comparables. Alors, on a ce phénomène des ressortissants ukrainiens qui impacte positivement la migration, bien évidemment. Il faudra voir si on retire ces personnes, si on arrive aussi à ces niveaux-là. Mais en tout cas, on ne s'attend pas à une baisse des migrations cette année, ni à une explosion. Donc, il y a des hypothèses qui avaient été faites aussi en disant que comme les gens n'avaient pas pu bouger ou déménager en 2020, qu'on allait avoir une explosion en 2021. On voit, certes, on a une reprise, mais il n'y a pas, en tout cas au Luxembourg, une explosion par rapport à la période précédente.
Alors, si on regarde maintenant le sol migratoire par nationalité, donc comme je l'ai déjà signalé tout à l'heure, la première grande communauté à venir s'installer au Luxembourg, c'était les Italiens. Par la suite, ça a été les Portugais. Et donc, on voit que pour ces deux nationalités, on a des grandes fluctuations dans le temps qui sont dues principalement aussi aux crises économiques qui existaient à ces périodes-là. Et on a des périodes où on a des sols négatifs pour les Italiens et pour les Portugais, ce qui est un peu inimaginable aujourd'hui, mais ça a existé. Si on prend les pays limitrophes, donc la France, l'Allemagne et la Belgique, on voit qu'également on a des fluctuations, mais qui sont beaucoup moins importantes que pour les autres, enfin pour l'Allemagne, pour l'Italie et pour le Portugal. Et aujourd'hui, on constate en termes de solde migratoire, donc bien la différence entre les immigrés et les immigrés, que depuis 2015, on a le solde le plus élevé, c'est pour les Français et non plus pour les Portugais, comme c'était le cas précédemment. Donc c'est pour ça aussi que la part des Portugais a tendance à diminuer dans la population, tandis que celle des Français a tendance à augmenter. Alors ici, je ne vais pas vous présenter tous les chiffres, je les ai mis pour ceux que ça intéresse, donc le PowerPoint est disponible parmi les organisateurs, vous pouvez le transférer à qui veut, ou alors vous me contactez directement, je pourrais vous envoyer. Mais ce qui est important, c'est surtout cette colonne-ci, c'est la part des migrations dans l'augmentation de la population. Donc on voit qu'aujourd'hui, près de 80-85%, ça durant certaines années, de l'augmentation démographique est due directement à la migration. Je dis bien directement parce que bien évidemment, les migrants ont aussi, vu leur profil démographique, aussi un impact dans les naissances et dans les décès. Donc ce sont surtout des jeunes adultes donc, qui sont en âge d'avoir des enfants et ils ont des probabilités de décéder qui est assez faible, donc ils ont aussi un impact indirect, entre guillemets, dans la composante naturelle. Un dernier mot également sur le fait d'obtenir ou non la nationalité luxembourgeoise. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 2009, il y a eu un changement législatif qui permet aux personnes de garder leur nationalité d'origine tout en obtenant la nationalité luxembourgeoise. Donc, il faut savoir que jusqu'en 2008, une personne qui voulait ou qui obtenait la nationalité luxembourgeoise devait abandonner sa nationalité d'origine. Donc on voit que de 1960 jusqu'à 2009, on est relativement stable en termes de nombre de naturalisations. Donc il y a certes une augmentation, parce que la population augmente aussi, mais on voit qu'en 2009, on a vraiment ce changement législatif et on a une envolée du nombre de naturalisations. Alors, s'il est dû à deux choses. Un, le fait qu'effectivement, on pouvait obtenir la nationalité luxembourgeoise tout en gardant sa nationalité d'origine. Et le fait qu'aussi, il était prévu que toute personne qui a un allié direct au 1er janvier 1900 pouvait obtenir la nationalité luxembourgeoise juste en faisant les démarches. Donc il n'y avait pas besoin de résider au Luxembourg, de passer des tests de langue ou d'histoire luxembourgeoise. Donc il y a beaucoup de gens qui ont obtenu la nationalité luxembourgeoise via ce moyen, soit qui résidaient au pays, soit qui ne résidaient pas au pays, on le verra par la suite. Mais on voit vraiment que ça a eu un impact très important. Et donc quand on regarde, on analyse ce genre de chiffres, il faut toujours bien faire attention sur les législations en cours. Et pourquoi il y a une baisse ici entre 2020 et 2021 ? Donc, le ministère de la Justice, qui est responsable de ces statistiques, évoque deux raisons. La première, c'est que les gens en 2020 ou 2021 ont eu beaucoup plus difficile pour venir au Luxembourg pour déposer leur demande à cause du Covid. Et fin de cette année, donc au 31 décembre de cette année, la disposition qui permet d'obtenir la nationalité luxembourgeoise directement si on a un allié au 1er janvier 1900 disparaît, enfin va s'arrêter. Donc à ce moment-là, on ne pourra plus faire ce genre on ne pourra pas faire le recouvrement de la nationalité, c'est comme ça qu'on appelle. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi aussi ça a diminué. Si on regarde maintenant en termes de résidents, non-résidents, donc avant 2008, bien évidemment, on avait quasi 100% de gens qui obtenaient la nationalité luxembourgeoise étaient résidents. Ce qui est assez logique, par exemple, quelqu'un qui habite en France ne va pas perdre sa nationalité française pour rester en France et avoir la nationalité luxembourgeoise. Mais on constate qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir de plus en plus de non-résidents qui vont obtenir la nationalité luxembourgeoise. Et certaines années, notamment en 2016 et en 2019 et 2020, on a plus de non-résidents qui ont obtenu la nationalité luxembourgeoise que de personnes qui vivent dans le pays. Et si on regarde en termes
parmi les non-résidents. Alors je ne vais pas prendre 2021 parce que 2021 a été impacté par la crise du Covid. Donc je vais prendre 2020 où c'était des dossiers qui étaient notamment rentrés avant. Et donc là, en 2020, on a par exemple 1763 Brésiliens qui ont obtenu la nationalité luxembourgeoise. Donc parmi les non-résidents en 2020, c'est la première nationalité qui a obtenu la nationalité luxembourgeoise. Donc là, clairement, ce sont des descendants de luxembourgeois qui ont émigré vers l'Amérique au cours du temps et qui ont obtenu cette nationalité luxembourgeoise. Ensuite, donc 1763 Brésiliens, 1616 personnes qui vivent en France et ensuite 681 personnes qui vivent en Belgique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus ou moins 14 000 luxembourgeois, enfin brésiliens luxembourgeois qui vivent au Brésil. Donc c'est quand même un nombre assez conséquent. Et donc aujourd'hui, on a environ 110 000 luxembourgeois qui vivent à l'étranger. Alors ce qui veut dire soit ils ont vraiment que la nationalité luxembourgeoise, mais ça peut être également des personnes qui sont non luxembourgeoises, tout en qui ont obtenu la nationalité luxembourgeoise. Donc on voit quand même qu'on a 110 000 personnes qui vivent à l'étranger qui ont la nationalité luxembourgeoise. Alors, en résumé, puis je dirais juste un petit mot sur les projections, puis ce sera terminé pour ma part. Donc, comme je l'ai dit, la situation démographique au Luxembourg est très atypique par rapport aux autres pays européens. On a une croissance démographique qui est assez importante par rapport aux autres pays. Elle est due principalement aux migrations, donc directement entre 80 et 85% de la croissance est due aux migrations. On a une diversification des migrations qui est de plus en plus importante. Donc, comme j'ai dit, 180 nationalités qui sont représentées au pays. La part de la population étrangère qui augmente, donc on est quasi à moitié de la population qui est étrangère, qui vit dans le pays mais qui n'a pas forcément les mêmes droits que les luxembourgeois. On a une importance dans les derniers temps des acquisitions de la nationalité luxembourgeoise, donc qui veut peut-être montrer un intérêt pour s'intégrer au Luxembourg. Et au Luxembourg, on a une faible fécondité et une faible mortalité. Un mot maintenant pour terminer sur les projections démographiques. Donc, quel est un peu le futur que pourrait avoir le Luxembourg en termes démographiques? Donc, pour projeter la population, on va faire des hypothèses en termes de fécondité, de mortalité et de migration. Alors, autant sur la fécondité, la mortalité, il y a divers modèles démographiques qui existent, qu'on peut utiliser. Autant sur le sol migratoire, ça dépend vraiment de facteurs externes, donc on n'a pas de modèle démographique. Personne n'avait prévu qu'on aurait 4000 réfugiés ukrainiens cette année. Personne n'avait prévu, par exemple, qu'on avait une crise de Covid qui allait arriver, qui allait aussi faire augmenter le nombre de décès. Donc il y a toujours des facteurs qu'on ne peut malheureusement pas prévoir. Et donc c'est pour ça qu'on va faire différents scénarios. Alors autant sur la mortalité, sur la fécondité, on va faire un seul scénario parce que l'impact va être relativement restreint sur l'évolution globale de la population. Autant sur le sol migratoire, on va faire différents scénarios. Alors, en termes de fécondité, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on projette une légère augmentation de la fécondité. Donc, si on prend la moyenne sur les dernières années, donc les projections ont été faites en 2017, donc elles datent un peu, donc les dernières années où on a une tendance un peu à diminuer la fécondité n'a pas été pris en compte. Donc on augmentait un peu la fécondité. Pourquoi? Parce que dans certains pays, on observe ce qu'on appelle la seconde transition ou seconde révolution démographique. Donc ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, les femmes ont eu moins d'enfants parce qu'elles allaient plus aux études, elles rentraient dans la vie active de manière plus tardive. Et dans ces pays, ce qu'on constate maintenant, c'est qu'il y a un effet, ce qu'on appelle de rattrapement. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, elles ont toujours le premier enfant en un âge plus tardif que précédemment, mais elles ont plus d'enfants à des âges âgés. Et donc, on retrouve des niveaux un peu plus élevés de fécondité. Au Luxembourg, on n'est pas encore dans ce niveau-là. On voit bien que, certes, l'âge moyen au premier enfant augmente dans le temps, mais on reste à des niveaux de fécondité qui sont encore assez faibles. En termes de mortalité, on prévoit toujours une augmentation de l'espérance de vie, donc une diminution de la mortalité, mais de moindre ampleur que précédemment, et également toujours un rétrécissement de l'espérance de vie entre les hommes et pour les femmes. Et en termes de migration, donc là, 4 scénarios. Et là, au fait, le sol migratoire est obtenu en faisant des hypothèses plutôt économiques, donc sur l'évolution du PIB et de la croissance économique du Luxembourg, donc pour être cohérent aussi avec des projections économiques qu'on fait au Statec. Et donc, ça va être le besoin en main-d'œuvre
qui va faire qu'on va avoir besoin plus ou moins de travailleurs. Alors on va faire des hypothèses, par exemple il nous faut 10 000 travailleurs pour telle année selon telle croissance économique, et ensuite on va faire des hypothèses, X part va vivre à l'étranger, donc seront frontaliers, et X vont venir habiter au Luxembourg. Et donc on voit qu'on a fait des hypothèses en termes de sol migratoire en 2060 qui varient de 3 500 à 16 000, donc c'est ici ce que vous avez sur ce schéma. Si on regarde maintenant en termes de population totale, donc comment ça pourrait fluctuer selon ces 4 scénarios migratoires, et on voit que dans tous les cas, la population du Luxembourg continuerait à augmenter de manière importante et que dans tous les scénarios, on serait proche ou dépasser le million d'habitants en 2060. Donc voilà, c'est de l'information. Bien évidemment, on n'est pas certain que ça va se dérouler, donc c'est selon ces hypothèses expliquées qu'on pourrait obtenir telle population, mais on voit qu'en tout cas, on ne prévoit pas une diminution de la population ou même un fort ralentissement de la croissance démographique, ce qui peut ensuite se poser des questions en termes d'aménagement du territoire, en termes de logements à construire, l'accessibilité au logement. Un autre point aussi, c'est qu'on a projeté donc, la population également par âge et par sexe. Donc, en jaune, vous avez la situation qu'elle était en 2017 et en brun foncé, la situation qu'elle serait en 2060. Et là, on voit que même si on appelle ça une pyramide des âges, au fur et à mesure du temps, ça ne ressemble plus du tout à une pyramide des âges. Donc, normalement, une vraie pyramide, on a beaucoup de jeunes. Et au fur et à mesure du temps, on a de moins en moins de personnes âgées. Ici, on voit vraiment un gonflement de la population âgée. Et plus la croissance économique du pays sera faible, plus la part des personnes âgées sera importante dans le pays. Et voilà, donc ça, c'est aussi des politiques à prévoir. Comment on peut financer le système de pension, le système de soins. Bien évidemment, une personne de 20 ans n'aura pas besoin du même système de soins qu'une personne de 80 ans. Donc voilà, ça permet aussi aux politiques de prévoir un peu le futur. Donc on voit vraiment que ces projections servent à ça, donc à essayer d'aider les politiques en disant, voilà, c'est pas quand les personnes sont là qu'on va décider, on va construire des hôpitaux, on va construire des écoles ou ceci. Il faut anticiper, bien évidemment, tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, si vous avez des questions, je peux encore y répondre ou après ta présentation. Sinon, vous avez mon adresse mail ou celle de mon collègue. N'hésitez pas à nous envoyer des mails ou nous téléphoner. On vous répondra avec plaisir. OK. Bon, ça sera tout à fait inévitable que je répète certains des chiffres qui ont été déjà présentés de manière exhaustive et brillante par François. Mais bon, je crois que c'est nécessaire. Je vais essayer de parler un peu plus de l'angle de potentielle discrimination, de l'angle des problèmes politiques que toutes ces dynamiques démographiques si bien décrites nous posent. C'est évident, bon, on peut considérer la croissance de la population comme un phénomène tout à fait naturel, c'est logique. On peut considérer que l'arrivée des personnes au Luxembourg est aussi un phénomène normal sur lequel il ne faut pas se faire de grandes discussions. Mais bon, la question c'est que si on prend seulement les 3 dernières années, 2021, 2020, 2019, même avec l'impact du Covid, vous voyez un nombre d'arrivées, 25 335 l'année dernière, après le départ, 22 490 arrivées en 2020, 26 669 en 2019. Ça voudrait dire que si on prend seulement les 3 dernières années, le nombre total de nouveaux arrivants au Luxembourg est 74 339. Enfin, je crois que ce chiffre devrait tous un peu nous impressionner, devrait un peu nous faire un peu réfléchir, devrait nous faire penser où sont-ils, comment ils sont accueillis. Est-ce que vraiment ces personnes sont maintenant en train de s'intégrer au Luxembourg de la même manière que celles qui sont arrivées beaucoup d'années auparavant? Évidemment, il y a les départs, 15 000, 14 000, 15 000, etc. Mais franchement, en termes politiques ou en termes de préoccupations sociales, les personnes qui sont parties, je suis sûr que l'OGVL ne va pas s'en préoccuper, l'RCGV non plus, et en principe, ils ne constituent pas vraiment un objet de désir ni un objet d'action politique. Ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit vraiment nous concerner du point de vue des actions entreprendre, c'est les personnes qui sont arrivées. Et vraiment, 75 000 personnes pendant les 3 dernières années,
en tenant compte, et nous le savons tous, des problèmes de logement. On va se référer aux choses que tout le monde sait. Où est-ce qu'ils sont logés, vraiment? Parce que 75 000 personnes arrivées, il faut qu'ils soient quelque part. Il faudrait un peu se demander exactement où ils sont allés vraiment vivre. Est-ce que toutes ces personnes ont un accès normal à la santé? Ils sont tous affiliés à la CNES, peut-être ils sont affiliés à la RCAM, c'est-à-dire la Caisse de santé des communautés européennes, mais le nombre de fonctionnaires européens qui arrivent au Luxembourg a énormément diminué, donc ce n'est pas vraiment ça qui explique rien de tout ça. Donc c'est vraiment des arrivées très importantes, très familiales probablement, et qui nous laisse en plus un solde migratoire, parce que même s'il y a le départ, bien évidemment, le solde migratoire, vous le voyez, tous les années, est un solde positif. Et ça, c'est quelque chose qui, vraiment, la question à se poser, c'est où ils sont, qu'est-ce qu'ils font exactement, où on peut les trouver. Évidemment, ça a été dit et redit, je ne vais pas réinsister, la première nationalité à venir, c'était à l'île au Luxembourg. Si on prend seulement l'année 2021, c'était les Portugais. Mais la chiffre entre les Portugais arrivés en 2021 et les Français, c'est une chiffre qui se rapproche de plus en plus. On était à 3 885 Portugais, mais 3 590 Français, ce qui sont des chiffres déjà de plus en plus proches. Et si la troisième nationalité, ça serait les Italiens. Et alors, il y avait la question de se demander, en effet, les personnes qui quittent le Luxembourg, c'est presque 16 000 personnes qui ont quitté le Luxembourg l'année 2021. Qui c'était la nationalité prédominante? François l'a expliqué parfaitement, c'est les Luxembourgeois. C'est les Luxembourgeois qui quittent le plus le Luxembourg à cet instant. Et les Portugais et les Français. Mais si on prend les soldes migratoires, alors on voit que c'est les Français qui occuperaient la première place, c'est-à-dire la différence entre arrivée et départ. Les Italiens seraient les deuxièmes et les Portugais seraient les troisièmes. 12,8 pour les Français, 9,6 pour les Italiens, 8,9 pour les Portugais. Après viendraient les Espagnols et les Indiens, qui est une nationalité très émergente au Luxembourg. Vous le savez très bien, ils occupent énormément de postes de travail dans les Big Four, à Amazon, dans beaucoup de secteurs technologiques. C'est une des nationalités, entre guillemets, d'avenir au Luxembourg pour des contraintes ou des obligations à caractère purement technologique. Après, cette top 10 est complétée dans les soldes migratoires positifs par les Roumains, les Syriens, les Brésiliens, les Allemands et les Grecs. Évidemment, on n'a pas intégré encore les Ukrainiens, ça c'est un autre phénomène qui est un phénomène de 2022 et qui probablement dans les statistiques de 2022 occuperont une place de privilège, mais pour des raisons que vous connaissez tous parfaitement. Donc, c'est-à-dire, on peut continuer toujours avec l'idée un peu classique et bien installée dans les mentalités au Luxembourg. Bon, les Portugais arrivent, beaucoup de Portugais, etc. Bon, ce qui était vrai dans les années 90 ou au début des années 2000 n'est pas nécessairement si vrai dans l'année 2020 et dans les années qui vont suivre. Maintenant, cette arrivée migratoire est assez diversifiée et avec une certaine prédominance qu'on peut parier que probablement va se consolider et augmenter avec l'arrivée des populations françaises. Je ne dis pas population francophone, je dis française, qui n'est pas la même chose. Et donc, ça c'est une chose, un phénomène qu'on le retrouve assez fortement dans la ville de Luxembourg. C'est une question analysée plus en spécifique, mais qui vraiment doit nous faire conclure qu'il y a une diversification et une manière dans laquelle on devrait approcher l'accueil des personnes qui arrivent un peu différente de celle qu'on a connue ici au Luxembourg dans les années 90 et les années 2000. Ça, c'est quelque chose qui, sans doute, est important à retenir. Ces statistiques, François les avait déjà présentées, mais bon, on peut peut-être se référer ici à cette graphique de l'année 2020, où un peu, comme je vous disais, déjà le pourcentage des arrivées en ce qui concerne les Français était déjà supérieur à celle des Portugais. 16% contre 14,6%. Par contre, dans les départs, bon, hormis les Luxembourgeois, comme on a déjà mentionné, les Portugais seraient la nationalité avec plus de départs et les Français, ça serait la deuxième.
Mais ça, c'est des questions qu'il faut un peu donc, consolider bien dans notre tête. Quel type d'immigration on va avoir dans les prochaines années? On peut certainement imaginer, et parfois c'est un peu ce qu'on peut se découler des médias, que beaucoup de gens ont la tendance à penser que le Luxembourg est envahi pour l'arrivée des personnes en demande de protection internationale, en demande d'asile, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire, les arrivées au Luxembourg, presque pratiquement à 90%, sont des arrivées essentiellement européennes. Ça, c'est la réalité. Je me rappelle avoir eu une fois une discussion avec un directeur général au ministère des Affaires extérieures de l'époque. Et bon, on parlait de ce phénomène, mais sa réaction était de nous dire « Ok, mais vous devez bien comprendre que du point de vue légal, tous ces ressortissants européens qui arrivent ont la même condition juridique qu'un touriste. C'est-à-dire, ils sont des touristes. Ils ne sont pas vraiment des émigrés dans le sens qu'on les définit traditionnellement et dans le sens qu'ils doivent être ou faire l'objet d'une attention particulière ou d'un accueil particulier. L'arrivée des personnes, particulièrement ceux qui viennent de l'Union européenne, est vue, pas seulement ici, c'est-à-dire c'est un constat qu'on peut faire partout en Europe. Moi, je connais un peu plus la situation de l'immigration espagnole, et quand on fait une analyse de l'accueil de l'immigration espagnole dans les différents pays européens, les seuls pays européens dans lesquels il y a des structures d'accueil en place, par exemple pour les Espagnols, c'est la Suisse et la Norvège, simplement parce qu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, c'est si simple que ça. Et ça, c'est cette question qu'il faut un peu parfois, je dirais pédagogiquement expliquer. C'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent du Portugal ou de la France, pour le fait qu'ils sont ressortissants de l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de faire une expérience migratoire, avec tout ce que ça comporte, de déracinement, des besoins d'une attention ou d'une information. Et c'est ce type je dirais, de non-assistance à personnes en danger qui s'est un peu généralisée au Luxembourg de forme et manière que toute cette immigration, notamment européenne, ne trouve pas, par règle générale, des structures d'accueil totalement appropriées. Si on voit un peu au niveau des différentes communautés, il faudrait analyser une par une, mais bien évidemment, il y a des associations privées qui ont joué ce rôle d'accueil. Dans le cas de la communauté italienne, vous avez sans doute Passaparola, et vous avez d'autres organisations qui ont joué ce rôle. Dans le cas de la communauté espagnole en général, il y a le Círculo Machado, il y a les centres catalans qui ont joué ce rôle. Dans le cas de la communauté portugaise, il y a CASA, qui a joué un rôle très important dans cet accueil et cette information. Mais c'est des initiatives privées. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui soit construit à partir des structures publiques pour faire un accueil en conditions. On va en parler un peu plus en détail après, mais disons qu'un peu pour finir avec les chiffres, ça c'était déjà aussi bien expliqué, les flux migratoires par nationalité par François, je ne vais pas m'y entretenir, de même que la question des migrations des Luxembourgeois. On peut aussi voir comment les ministères responsables de l'immigration, des affaires étrangères, traitent les différents documents. C'est-à-dire, c'est nécessaire. Ça, il y a un contraste entre ces chiffres et les chiffres de l'Estatec, probablement parce qu'il y a des personnes qui ne font pas la démarche pour s'enregistrer. C'est si simple que ça. Et alors, on voit que, par exemple, attestation d'enregistrement, on en a demandé en 2021 17 136, attestation de séjour permanent 4 043, carte de séjour des membres d'une famille d'un citoyen de l'Union européenne 1663, etc. Et parce que la typologie des différentes possibilités que vous avez pour venir travailler au Luxembourg est une typologie très variée, qui peut tenir compte de votre statut professionnel, de votre statut familial, de votre statut académique, etc. Et alors, vous recevez un type d'attestation ou d'autorisation de résidence différente. Bon, si on prend les attestations d'enregistrement traitées en 2021, bon, il n'y a pas d'énormes surprises, c'est les nationalités qu'on pouvait s'attendre dans les cas européens, donc portugaise, française, italienne, blablabla. On voit aussi l'émergence des Grecs, Polonais et Irlandais, ça c'est aussi intéressant.
Et dans les cas des non-ressortissants de l'Union européenne, aussi ça a été très bien expliqué par François, les Brésiliens occupent nettement et de manière tout à fait importante la première place. Capverdiens, Marocains, Camerounais, Russes, Guinéens, Ukrainiens, qui étaient déjà 57 personnes qui avaient demandé l'autorisation pour s'enregistrer l'année passée, Serbes, Albanaises, etc. Bon, c'est-à-dire une panoplie de nationalités très variées et qui finalement conduit à une situation, pour comparer le Luxembourg avec tous les autres pays de l'OCDE, absolument originale. Ça, c'est les statistiques de l'année correspondant à l'année 2020 disséminées par l'OCDE, où vous voyez que le Luxembourg, en termes de population non née dans les pays, occupe la première place, avec même une capacité pour les graphiques de pouvoir faire une ligne qui puisse vraiment représenter, c'est 48,2. Et après, bon, les autres pays sont des pays non européens, l'Australie, 30%, la Suisse, 29,9%, la Nouvelle-Zélande, 26,8%, et il faut descendre jusqu'à la place 8e, je crois, pour trouver la Suède avec 20%, l'Autriche, 19,6%, etc., etc. Et après, bon, vous descendez lentement jusqu'à arriver à des pays où l'existence des populations dites étrangères est pratiquement négligeable. Le Mexique, 0,9, le Japon, 2,2, la Pologne, 2,2, etc., etc. Mais vous voyez que, bon, le Luxembourg occupe une place très particulière et, je dirais, très significative, avec la capacité aussi, disons-le clairement, de donner des leçons ou de donner des catalogue de bonnes pratiques, comme aussi catalogue de mauvaises pratiques, ça c'est évident. Mais que ce n'est pas, disons, une situation qui ne soit pas connue au niveau international, elle est parfaitement connue dans toutes les associations, organisations internationales, et ça c'est quelque chose de très important. Bon, après on pourrait regarder un peu concernant les différents titres de séjour valides au 31 décembre 2021, et vous verrez par exemple que la partie qui touche les personnes demandeuses d'une protection internationale est à peine de 12%, celles qui ont migré, qui ont demandé le titre de séjour pour des fins éducatives, 2%, avec des fins économiques 21%, 11% dans les cas de résidents de longue durée, et l'immigration avec des fins familiales, qui est la plus importante, représente les 52%. C'est-à-dire, Luxembourg est un pays qui attire vraiment le regroupement familial. C'est une dynamique de migration très classique ici. C'est le père ou la mère qui arrive d'abord, et c'est par la suite la famille qui arrive une année plus tard ou quelques années plus tard, ça dépend. Mais c'est une dynamique aussi qu'il faut très bien prendre compte au moment d'un peu imaginer comment doit se faire l'accueil. Parce que ce n'est pas la même chose d'accueillir les travailleurs solitaires qui arrivent un jour, qu'accueillir sa famille qui arrive une année plus tard, qu'accueillir une famille qui arrive tous ensemble en même temps. C'est des manières différentes dans lesquelles il faut procéder, segmenter, sans doute en contact les unes avec les autres, mais qu'il faut bien imaginer que l'accueil en soi doit être parfaitement défini par différents groupes ici au Luxembourg. Bon, simplement parce que c'était inévitable, il y a une question, c'est la question des demandeurs de protection internationale, simplement que vous voyez un peu comment ça a évolué, c'est-à-dire bien évidemment les demandes ont été très fortes en 1992, quand il y avait la guerre sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, elles augmentent de nouveau en 1999 avec la guerre du Kosovo, elles augmentent de nouveau en 2015 avec la guerre en Syrie. Et après, bon, disons avec la crise sanitaire, il y a eu aussi pas mal de demandes, mais après ça redevient à des valeurs entre guillemets normales, autour de 1000-1200 personnes qui demandent la protection internationale chaque année. Bon, la question des frontaliers. Il ne faut pas vraiment parler de la démographie au Luxembourg sans mentionner les frontaliers, parce qu'ils constituent bien évidemment une réalité. En 2021, en 2009, c'était 147 370 frontaliers.
En 2021, celles qui sont définies comme frontaliers sont déjà 207 520, c'est-à-dire 207 000 personnes qui tous les jours croisent la frontière pour venir travailler au Luxembourg. C'est-à-dire que le Luxembourg, nous avons 650 000 habitants la nuit et 860 000 les jours. Ça, c'est une chose qu'il faut toujours ne jamais oublier. Alors, est-ce que quand on planifie une politique dans différents domaines, soit par exemple les infrastructures et d'autres, on pense à la population de nuit ou à la population de jour? C'est une question intéressante à se faire la réflexion, parce que vraiment, bon, on ne peut pas planifier en ignorant que pendant la journée de 7 h du matin jusqu'à pratiquement 18 h du soir, nous sommes plus de 800 000. Ça, c'est une réalité. Et alors, il faut bien évidemment tenir compte de ça quand on fait une planification, même la planification linguistique, j'oserais dire. Donc, après, vous voyez donc quels sont les différents groupes, et ça, il n'y a pas de surprise concernant ça. Bon, pour animer un peu plus les choses, c'est-à-dire on fait ce constat d'une population en croissance constante. Et après, bon, je ne vais pas maintenant analyser le référendum au début du mandat des gouvernements, etc. Mais disons que tout simplement, en 2021, on décide de déposer à la Chambre une révision de la loi électorale qui datait déjà de 2003, dans laquelle on fait donc l'abolition de la dérogation de la condition de durée de résidence de 5 années. Alors on fait les choses, disons, assez faciles, ça je ne vais pas vous insister parce que vous connaissez ça. Et la chose importante, c'est que maintenant, toute personne, tout électeur luxembourgeois n'est pas inscrit d'office, ça c'est le petit problème, entre guillemets, c'est-à-dire tout d'un coup, depuis l'approbation de la loi, les personnes ayant une nationalité étrangère ont le droit de vote communal. La question c'est, ils le savent? J'ai certains doutes que la grande majorité le savent. S'ils le savent, ils savent exactement jusqu'à quand ils peuvent s'inscrire dans les listes communales pour pouvoir voter le 11 juin 2003. C'est le 17 avril 2023 la date butoir. C'est-à-dire vous avez le temps pour vous inscrire jusqu'au 17 avril 2023. Est-ce que vraiment les personnes, disons, de nationalité luxembourgeoise le savent? Mon impression, dans mon entourage en général, c'est que celles qui le savent, c'est une minorité, les gens les plus agités ou les plus engagés dans des associations, etc., peuvent savoir ça, mais qu'il n'y a pas vraiment, pour l'instant, une vraie campagne d'information, au-delà de quelques affiches sur les réseaux sociaux, quelques présentations par-ci et par-là, mais que maintenant commence un effort de la part des différents partis politiques et dans lesquels les syndicats, c'est très important qu'ils soient associés, justement pour éviter une discrimination réelle. C'est-à-dire, la pire discrimination, c'est toujours de ne pas pouvoir faire une chose parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas eu l'information. Parce qu'après, quand il arrive le moment des élections, on dit « Ah, mais j'aurais pu voter, mais je n'ai pas voté parce que je ne le savais pas ». Alors ça, c'est la pire des discriminations. Et cette discrimination, il faudrait tous faire un effort énorme pour éviter que cette discrimination se produise. Je pense que c'est vraiment une loi, je ne dirais pas excellente, mais une loi très avancée qui permettra vraiment donc d'augmenter, je l'espère, la participation. Le 11 juin, il y a 579 mandats à remplir dans 102 communes qu'il y a au pays. C'est important. Et bon, il y a d'autres barrières qui sont évoquées beaucoup de fois dans des discussions avec des communautés étrangères concernant pourquoi vous ne vous inscrivez pas. Bon, la barrière de la langue est la barrière la plus évoquée de manière classique dans toutes les enquêtes et dans toutes les réunions publiques ou privées qu'on fait. D'après la loi communale de 1988, la langue usuellement parlée dans les conseils communaux est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s'exprimer en français ou en allemand, mais ne peuvent pas demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits, etc.
Et bon, ce n'est pas maintenant le moment probablement de lancer une initiative pour des amendements dans la loi communale. Je pense que les députés ont déjà une certaine conscience que ce problème existe. Simplement, je me limite à mentionner que le problème existe. C'est-à-dire, je ne dis pas si c'est justifié ou pas, mais simplement, il faut bien reconnaître qu'un des obstacles principaux pour lesquels beaucoup de personnes disent ne pas s'inscrire, c'est la non-compréhension de ce qui se passe dans sa commune. Après, il faut voir un peu comment l'électorat dans les élections nationales a évolué. Bon, l'électorat est de plus en plus important, avec 14 388 acquisitions de nationalité, très bien expliquées par François, je ne vais pas les mentionner. Donc on avait encore électoral de 254 000 personnes à l'année 2018, mais si alors on prend l'inscription sur les listes électorales pour les élections communales, bon, nous avons la référence de la dernière fois, c'est-à-dire en 2017, et à ce moment-là, on avait 34 638 inscrits, ce qui était quand même une augmentation qu'on peut considérer significative par rapport à 2011, mais il faut faire ici une petite nuance, c'est que beaucoup de personnes avaient acquis la nationalité luxembourgeoise et par conséquent n'avaient pas le besoin de demander l'inscription comme étranger pour le vote communal. Mais malgré ça, disons qu'on se situe toujours dans des pourcentages de participation des électeurs non luxembourgeois qui tournent autour de 22-23%. On est dans cette chiffre. Et maintenant, pour les élections de 2023, les élections au Luxembourg sont tous les 6 années, alors qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, j'en ai parlé avant, la première obligation, la première nécessité, la première chose à faire, c'est informer, expliquer. Vraiment, si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne les exercerez jamais. Et ça, c'est la première chose à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on pense sérieusement qu'une certaine situation de discrimination à cet égard peut exister. Si on prend l'inscription des étrangers sur les listes électorales en 2017, on voit que la communauté la plus participative en termes absolus, c'était les Portugais, 13 093 ont fait la démarche d'inscription, les Français de nouveau les deuxièmes, les Italiens les troisièmes, les top 3 est toujours plus ou moins les mêmes. Et on voit aussi donc, des bonnes participations d'autres nationalités, soit les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Monténégro, l'Espagne, le Cap-Vert, la Serbie, la Pologne, etc. Et même chez les Chinois. Mais si on prend après ça sur pourcentage, sur les personnes ayant la capacité à voter dans chacune de ces communautés, le tableau est un autre. Évidemment, les plus motivés pour voter, c'est les Néerlandais. Les 32% des Néerlandais ils sont inscrits pour voter. Après, c'est les Allemands, 28%, les Belges aussi 28%, et après, on retrouverait les Monténégrins, extrêmement motivés aussi, 27%, et les Italiens. Là, chez les Français, ça se situe à 24%, et chez les Portugais, à 22%. Et chez les Américains, à 18%, ce qui est aussi intéressant. C'est-à-dire, ça nous donne une idée de que chaque communauté a aussi ses manières de réagir qui sont différentes, qui peut-être dépendent de qui reçoit l'information dans sa langue. Je crois que, par exemple, les organisations serbes et monténégrines, vous vous êtes préoccupés beaucoup de que l'information arrive en serbo-croate. Ça, c'est important. C'est important que chez les Chinois, probablement, l'information arrive en chinois. Je sais, c'est compliqué la vie. Le Luxembourg est un pays compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est comme ça. Et il faut faire parfois ces micro-efforts en termes de traduction ou en termes de simplement approcher chacune des communautés pour éviter cette discrimination que j'ai tellement insisté, la discrimination de ne pas savoir. Et ça me semble toujours la chose la plus importante. Et ça nous amène à la discussion sur, on a parlé de la loi électorale, mais maintenant il y a une réforme d'une loi qui est très importante, qui est la loi d'accueil et d'intégration des étrangers. Cette loi date de l'année 2008. Elle est en discussion maintenant à la Chambre. Il y a eu tout un processus de consultation impulsé pour la ministre Corinne Cahen, dans laquelle l'OGVL a participé, le CGV, toutes les associations avec des rapports directement avec le monde des immigrés.
Et cette loi d'accueil doit remplacer celle de 2008, c'est-à-dire 14 années plus tard. Et bon, c'était intéressant sans doute de recueillir la proposition du Conseil national des étrangers de l'ASTI de permettre l'inscription immédiate sur la liste électorale. Ça aurait été une manière de s'épargner toute cette fastidieuse campagne d'expliquer, etc. Mais bon, ça ne sera pas le cas. De toute façon, et pour revenir à la question que maintenant je voulais évoquer, c'était cette loi d'accueil et intégration qui devrait théoriquement être votée à la Chambre avant la fin de cette année. Au moins, c'était l'engagement de la ministre et je crois de la plupart des groupes parlementaires. Bon, qu'est-ce qu'elle définit, la loi d'accueil et intégration? Bon, elle fait une définition de qu'est-ce que c'est un étranger, exercice déjà extrêmement complexe au Luxembourg. Après, elle définit qu'est-ce que c'est le Conseil national pour étrangers, quels sont ses pouvoirs, quelle devrait être sa fonction. Qu'est-ce qu'elles sont les commissions consultatives pour l'intégration au niveau communal, qui sont obligatoires et qui existent pratiquement dans toutes les communes du pays, mais que dans beaucoup de communes, simplement, je pense qu'elles ont fait la première réunion en 2017-2018 et par la suite, rien du tout. Et une quatrième chose qui est aussi définie par cette loi, c'est le contrat d'accueil et intégration, qui est un instrument très intéressant pour motiver les personnes de nationalité étrangère à s'approcher de sa commune, parce que le contrat d'accueil et intégration peut octroyer certains types d'avantages. Par exemple, dans la réduction de ce que vous payez pour un cours de luxembourgeois, si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration, vous payez beaucoup moins. C'est des petites choses, des petits détails en termes d'information qui sont intéressants. Les contrats d'accueil et d'intégration est maintenant une figure pratiquement oubliée, négligée et je dirais que totalement absente de la plupart des débats politiques, quand elle pourrait être une figure intéressante. Sans doute parce que, comme on est dans ce processus de réforme de la loi, on ne sait pas si le contrat d'accueil et d'intégration va être le même qui était jusqu'à présent ou est-ce qu'il y a une volonté de la part de la ministre de réformer complètement le contrat d'accueil et d'intégration. Mais je veux dire que cette loi, c'est très intéressant parce que, et surtout en ce qui touche directement la participation communale, c'est la création des commissions consultatives pour l'intégration. Là, c'est un instrument qui est intéressant, c'est un moyen de participation, sans doute. Et c'est un moyen de participation qui devrait être élargi, parce qu'on devrait aussi permettre aux personnes de nationalité non luxembourgeoise de participer à la commission scolaire, à la commission culturelle, à la commission X, c'est-à-dire aux différentes commissions communales. Si on veut simplement, disons, limiter la participation des non luxembourgeois aux commissions consultatives pour l'intégration, ça me semble, à mon opinion, extrêmement limité. Je crois que vraiment, il faut élargir le concept de participation communale un peu au-delà des commissions consultatives pour l'intégration. Et après, la conséquence en est comment doit être le Conseil national des étrangers composé, quelles devraient être ses fonctions, etc. Jusqu'au présent, je ne sais pas si vous connaissez, l'élection du Conseil national des étrangers, c'est un vrai cauchemar, et ça se fait, vous devez être toute une journée dans une salle, écouter tous les candidats qui se présentent, après voter. Bon, si quelqu'un a eu, je pense qu'ici il y a plusieurs personnes qui ont eu l'expérience d'une élection au Conseil national des étrangers, ça c'est pas possible. C'est-à-dire, finalement, dans beaucoup de cas, les personnes choisies sont celles qui ont eu le plus de patience pour rester dans la salle. Et ça c'est comme ça. Et à présent, il faut vraiment réformer le Conseil national des étrangers parce que, d'accord avec la loi, il peut avoir un certain pouvoir, un pouvoir de recommandation, d'écoute, etc., vis-à-vis de certaines lois qui touchent directement les intérêts de la communauté étrangère. De ce que j'ai compris de Madame la ministre, elle voudrait privilégier ce qu'on dirait la piste communale pour la composition future du Conseil national des étrangers. Je crois que c'est bien de privilégier la piste communale si on ne néglige pas la piste syndicale et la piste, disons, associative, qui est maintenant, syndicats, associations et communes étaient totalement absentes du Conseil communal dans ses fonctions actuelles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui me semble énormément intéressant à analyser et à définir. Bon, ça je l'ai pris d'un entretien avec Sergio Ferreira de l'ASTI d'il y a 3 jours, qui m'a semblé énormément intéressant.
Et bon, justement, c'est la culture de l'accueil. Comment est-ce que l'accueil doit être organisé? Ça commence vraiment, c'est vrai, dans le passé, on avait tendance à dire au Luxembourg, un étranger arrive. Quel est son premier point de contact? S'il vient de Campania, ça sera les Campani, l'association de Campani d'Italie. S'il est catalan, son premier contact sera avec le centre catalan. S'il est français, il sera, à l'époque c'était la ADEF, je crois que ça s'appelait, Association démocratique des Français à l'étranger, c'est-à-dire on avait une idée au Luxembourg, le premier point de repère, le premier point de contact d'un étranger qui arrive à Luxembourg, c'est l'association de son pays natal. Bon, dans nos jours, dire ça, c'est un peu, franchement, risqué. Et alors, vraiment, quel est le premier point de contact? La commune, soyons clairs. C'est le premier endroit où vous devrez vous adresser, très probablement, pour faire vos premières démarches administratives. Et alors, il faut justement que les communes ont les moyens financiers nécessaires pour faire cet accueil. Ils ne l'ont pas du tout. Et alors, il faut vraiment définir cette convivialité qu'elle se vit dans les villes, les villages, les communes, etc. C'est là où vraiment la chose commence. L'association va venir probablement après, ou peut-être ne viendra jamais. Parce qu'en général, le mouvement associatif, aujourd'hui au Luxembourg, connaît plus une crise que pas un moment d'essor et de grand développement. Et bon, ça c'est une question. Bon, après, Sergio s'est référé avec toute raison, mais ça c'est un débat que Pilux, notre plateforme, veut impulser, c'est dans la réforme de la Constitution. La Constitution, la nouvelle Constitution dit « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». Et pourquoi il ne dit pas « toutes les personnes résidant au Luxembourg sont égales devant la loi ». Je crois que ça aurait été une formulation un peu plus précise et un peu plus exacte. Mais bon, c'est une... Pilux a l'intention de faire le mois de janvier un débat sur la nouvelle Constitution. Vous recevrez, j'espère tous, une invitation et là, on en parlera. Donc, laissons cette phrase. Mais si je me suis référé à cette phrase de la réforme constitutionnelle, c'est pour un peu vous dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire évoluer le Luxembourg et qui, vraiment, il faut faire des efforts parfois importants. Bon, et finalement, peut-être pour en parler rapidement, c'est arrivé, on parlait de 75 000 personnes qui sont arrivées dans ces 3 dernières années. Où est-ce qu'ils sont, où ils sont allés, etc. Et alors, on se posait beaucoup de fois la demande, est-ce qu'il existe un Luxembourg à prédominance francophone? Parce qu'on parle du Luxembourg idéal, Luxembourg luxembourgeois, mais est-ce qu'il y a un Luxembourg francophone? Est-ce qu'il y a un Luxembourg anglophone? Parce que si on prend les Big Four, les Ernst Young, Pricewaterhouse, les 4 grandes sociétés d'audit, elles représentent à elles seules presque plus de 12 000 salariés. Mais c'est un désert syndical, c'est un désert, je dirais, associatif, c'est un désert au niveau organisationnel. Et c'est finalement un monde anglophone, une bulle anglophone au milieu de Luxembourg. Si on prend Amazon, c'est exactement la même chose. Désert syndical, désert organisationnel, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment laisser consolider au Luxembourg toutes ces bulles isolées du reste de la population, soit-elle anglophone ou francophone. Et ça, c'est un problème sur lequel, vraiment, les syndicats ont, je dirais, une responsabilité particulière, mais pas eux seuls. Les communes, comme on disait, comme premier point de repère, et le mouvement associatif, qui doit certainement se renouveler et, dans la mesure du possible, vraiment faire que les débats sur ce type de questions, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisse être un débat important. Bon, peut-être je vais m'arrêter là. Un peu pour se référer au concept de l'intégration. Bon, moi je suis assez d'accord avec le concept qui est maintenant le plus utilisé au Luxembourg par l'ASTI, peut-être par Pilux, que c'est que plus que parler d'intégration, beaucoup de fois il faut privilégier la notion de vivre ensemble. Que c'est la notion d'intégration, parfois, c'est une notion qui veut dire qu'on part d'ici pour arriver là. Bon, peut-être je ne vais pas arriver là. Je vais rester au milieu, mais je vais me sentir bien dans le pays où je suis et je vais me sentir bien avec les autres.
je vais vivre ensemble, je vais simplement être heureux dans le pays où je suis. Et ça, c'est compliqué dans un pays, comme très bien expliqué aussi pour François, où ce n'est pas qu'il y a diversité, il y a super diversité. Et ça, c'est une chose qui nous complique énormément la vie, mais que de l'autre côté, il faut apprécier et savoir que de ça, on peut aussi en tirer des conséquences positives et que finalement, il y a toute une nouvelle société à inventer et à construire ensemble, sans discrimination. J'essaie un peu de me concentrer sur cette potentielle discrimination. Probablement, je ne les ai pas mentionnées toutes, mais c'était un peu l'idée de vous transmettre que la démographie, les chiffres, etc., n'est pas une science complètement boring, totalement, non, c'est quelque chose de très vivant. Non? Quand j'étais à la faculté, de toute façon, je me rappelle que j'avais un prof de statistique qui nous disait toujours que si, je vais essayer de le traduire, si tu prends une statistique et tu la tortures, à la fin, elle avoue toujours. Donc, on peut faire l'usage que vous voulez d'une statistique, mais je crois qu'aujourd'hui, on a essayé vraiment de vous présenter les choses dans une direction positive et constructive. Bon, c'est ça.